Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont Neuf, Bernard-Henri Lévy pour son livre sur la route des hommes sans nom aux éditions Grasset. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dites dans dans le chapitre d'entrée de votre livre qu'au sortir de l'école normale supérieure, vous n'aviez pas eu envie de multiplier les livres, mais de vous frotter au réel. D'où votre goût ancien maintenant pour le reportage. Depuis le premier livre, en fait. Depuis le tout premier livre. Oui. La vraie il y avait l'alternative du reportage et de la philosophie. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que j'ai eu très tôt l'idée que une vie accomplie pour moi, c'était une vie qui se déploierait sur les deux registres, hein, des livres de pensée et des livres au contact des choses. Mais la vraie alternative bien plus radicale, c'est que quand j'étais un très jeune homme, j'avais la tentation d'être un homme d'action, c'est-à-dire pas un écrivain du tout. Une part de moi se disait que agir sur les choses, changer le monde, le réparer, le tikkun-olamiser était plus important que d'écrire. Ou pour le dire autrement, quand je pars au Bangladesh lorsque j'ai 22 ans, je ne suis pas sûr que écrire l'espoir de Malraux soit plus important que commander l'escadrille de Malraux pendant la guerre d'Espagne, l'escadrille d'avions pendant la guerre d'Espagne. Donc c'était ça mes fourches d'adolescence. Au bout du compte, j'ai fait tout ça, j'ai essayé, comme j'ai pu, de faire tout ça à la fois. Alors, Malraux, vous citez Malraux, et Malraux disait de Laurent d'Arabie qu'il se souvenait de chacun des visages qu'il avait rencontrés. Vous avez aussi le souvenir précis de tous les gens que vous avez croisés dans ces reportages au long cours? Oui, enfin, Malraux disait, plus exactement, Malraux disait que Laurent d'Arabie, qui était si bon dans les paysages, était moins bon dans les visages. C'est l'inverse, hein, qu'il était imbattable pour décrire le moindre grain de sable dans le désert de Jordanie, le moindre mastaba perdu, etc. Mais que les visages individués, singularisés, qu'il était moins expert, Laurent d'Arabie. Alors, est-ce que c'est votre cas? En ce qui me concerne, non. Enfin, j'espère que non. En tout cas, je me suis employé à ce que non, parce que pour moi, je ne suis pas lévinassien pour rien. Pour moi, recueillir des visages, en rendre la misère et la gloire par la littérature, c'est capital. C'est vraiment l'un des propos d'un reportage réussi. Donc, j'espère que que sur la route des hommes sans nom, j'ai réussi, c'est ce que j'ai essayé de faire, à rencontrer des hommes et des femmes, bien sûr, des hommes génériquement, à qui j'ai rendu un peu de leur nom, c'est-à-dire de leur singularité et de leur chair. Voilà, parce que ça passe par là. Le nom, c'est le visage aussi, bien sûr. Alors, je vous l'ai dit avant d'entrer dans le studio, j'ai été frappé dans ce livre par le style qui est le style des reportages et qui n'est pas tout à fait le même que celui de vos essais. En l'occurrence, c'est bref, c'est concis, il y a des phrases courtes, c'est très descriptif. Vous avez voulu cette rupture de style entre vos livres de philosophie et ceux-là? Oui, mais même dans le livre lui-même, dans ce livre, il y a la partie autobiographique, la partie mémoire provisoire qui s'appelle « Ce que je crois », et puis il y a les reportages qui s'appellent « Ce que j'ai vu ». Bien. Donc, le livre est vraiment divisé en deux parties égales. Et je suis content de ce que vous me dites parce que j'ai voulu une rupture de style, bien sûr, entre les deux. La première partie, ce que je crois,
c'est mon credo, c'est mes convictions les plus intimes, mais des convictions doctrinales, philosophiques, parfois spirituelles. Bon. Et puis, ce que j'ai vu, c'est vraiment le modèle, c'est Victor Hugo, chose vue, c'est un peu les 7 piliers de la sagesse. Et j'ai voulu là, en effet, être à ras des choses, à ras des visages, et à ras de la colère des êtres, quoi, bien sûr. Oui. Alors, on va dire un mot de tous ces reportages. Ça va des chrétiens au Nigeria, des Kurdes dont on dit qu'ils n'ont pas d'amis en dehors des montagnes. Vous allez en Ukraine où vous rencontrez ceux qui tiennent tête aux séparatistes pro-russes du Donbass, où vous rencontrez aussi à Kiev le président Zelensky, ancien animateur et acteur de sitcom devenu chef d'État, la Somalie où règne l'ordre des Chebabs, le Bangladesh, où vous avez fait votre premier reportage à l'âge de 20 ans, l'île de Lesbos en Grèce, d'où vous rapportez des images insoutenables. Qu'est-ce qui réunit tous ces lieux que vous allez voir? Est-ce que c'est le fait qu'on a affaire à chaque fois à des guerres dites oubliées? C'est pas toujours des guerres. Lesbos, c'est pas la guerre. Lesbos, c'est une décharge à humains, une déchetterie d'humains à nos portes, dans un paysage de rêve qui est l'une des plus belles îles grecques et des plus légendaires. Au Bangladesh, il n'y a pas la guerre non plus. Ou alors il y a la guerre déclarée aux hommes par le climat, par l'extrême misère, par l'islamisme radical, voilà. Donc le point commun, donc souvent c'est des guerres, bien sûr. La Somalie c'est une guerre, le Donbass c'est une guerre de tranchées, le Nigeria c'est ce sous-produit de Boko Haram que sont les commandos de bergers Foulani, et ainsi de suite. Non, le point commun, c'est que ce sont des lieux de misère extrême. Ce sont des lieux où l'homme est nu, est affamé, assoiffé et endolori, comme il est à peine possible d'imaginer qu'un humain soit endolori. C'est ça le point commun. Il y a tout ça, il y a aussi le retour en Libye où, sur une route, vous êtes insulté et traité de chien de juif. Ça n'a pas l'air de vous avoir profondément atteint. Si, bien, attends, grâce au ciel, pas trop, parce que là, on ne s'est pas contenté de m'insulter, on m'a tiré dessus, et vous verrez d'ailleurs les images de cela dans un film qui sortira bientôt, et où les images se trouvent. Donc, heureusement que ça ne m'a pas atteint, ne parlez pas de malheur, ça aurait pu, puisque l'idée c'était de m'atteindre. On est tombé dans une embuscade à la sortie d'une fausse commune, enfin d'un killing field dans la ville de Tarhuna. Donc, ça ne m'a pas atteint au sens où, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À la fois, je me dis, ces Libyens-là sont ingrats, voilà, disons-le comme ça. Est-ce que ça m'amène à regretter ce que j'ai fait pour la Libye? Non, parce que ce n'est pas comme ça que marche l'esprit. Oui, mais en même temps, vous conservez l'espoir. Vous dites, sont des cités dont les disparus s'empilent, telles des couches géologiques témoignant de la succession de crimes qui semblent à chaque fois venger le précédent. Exactement. Et un peu plus loin, vous dites quand même, pour l'heure, ces impressions d'une Libye de nouveau martyrisée sous la botte, mais dont j'ai pu mesurer qu'elle n'a pas fait le deuil de la liberté et de son ivresse. Vous ne regrettez rien dans cette affaire. Vous ne regrettez pas d'avoir placé votre espoir dans ce pays. Mais non, mais attendez, on ne peut jamais regretter d'avoir espéré, voyons. Espérer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire savoir qu'une situation est critique, conflictuelle, que le pire est possible, mais que le meilleur l'est aussi.
et que l'arbitrage, il est dans la main de Dieu, il n'est pas dans la main de l'observateur, et peut-être même pas des hommes, ou en tout cas des hommes, enfin oui, dans leur querelle et leur conflictualité. Donc on ne peut pas regretter d'avoir espéré, Shlomo Elgar. J'ai espéré, j'espère toujours. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Libye aujourd'hui, il y a beaucoup de salauds et puis il y a beaucoup de gens très bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent soit le retour de Kadhafi, soit le retour de la dictature, soit l'installation d'un islam radical. Et puis il y a beaucoup de gens qui espèrent un lien avec l'Ouest, qui espèrent une adaptation du modèle démocratique et libéral à la culture locale. Il y a les deux. Et entre les deux, une guerre au moins aussi sans merci que la guerre des crétins qui m'ont tiré dessus au barrage de Tarhouna. Il y a enfin, vous terminez sur une visite en Afghanistan et une rencontre avec, d'une certaine manière, la boucle est bouclée puisque vous rencontrez le fils du commandant Massoud qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père et vous dites « Le souvenir du commandant continue d'habiter ces montagnes ». Le fils Massoud, c'est votre nouveau combat ? Non, c'est pas mon nouveau combat, mais c'est quelqu'un qui m'a fait une forte impression. D'abord, j'aime bien les fils qui sont fidèles à la mémoire des pères et qui ont le souci de creuser cette mémoire et d'être le plus digne possible des commandements de cette mémoire. J'aime ça, j'aime ce lien-là. Et par ailleurs, l'histoire de ce garçon que je connais un peu maintenant, qui est venu à Paris, que j'ai amené chez le président Macron il y a quelques semaines, c'est pas un secret, ils se sont entretenus longuement. Il me semble être dans cette espèce de nuit dans laquelle l'Afghanistan est en train de plonger aujourd'hui, pour son malheur et peut-être pour le nôtre d'ailleurs, il me semble être une lumière possible. Une solution possible, enfin en tout cas partie d'une solution à venir. Et c'est un garçon intéressant, c'est un astrophysicien de formation, il aime deux choses dans la vie, c'est regarder les étoiles et cultiver des jardins. C'est les deux choses qu'il aime. Et la façon dont il a choisi de revenir dans le Panchir, de reprendre le commandement des troupes de son père et de s'opposer aux talibans et aux fascistes islamistes avec bravoure et force en tout cas mon respect. Voilà. Alors, je voulais vous demander, parce qu'il y a une interview dans Le Figaro ce matin, et vous concluez cette interview, qui est très intéressante, par ces mots « Dans le calendrier juif, ne l'oubliez pas, dites-vous à Eugénie Bastier, le jour commence par le soir ». Alors ça, on vous entend tout à fait, mais qu'est-ce que vous avez voulu lui dire ? Qu'il y a au cœur de la nuit des étincelles de lumière. Voilà. Je suis pas acide, je suis pas un disciple de la Kabbale de Luria, mais je pense néanmoins ça, oui, que dans la ténèbre, il y a un pétillement, même très ténu, d'étincelles qui témoignent de la lumière à venir. Et donc le jour commence là. Toujours. Il n'y a pas la nuit noire à laquelle succède brusquement le jour. Voilà. Et je crois que cela est vraiment au cœur de la sagesse de nos maîtres. Il n'y a pas la succession des ténèbres et de la lumière d'un coup, de manière radicale, comme on le dit parfois en politique. C'est pas comme ça. Alors, vous n'êtes pas racide, mais il y a des moments quand même où une certaine sagesse, ou en tout cas une fréquentation des textes est là.
Et je voulais rappeler cette phrase parce que les frères Messas, qui ont beaucoup aimé votre livre et qui voulaient organiser, ça se fera j'espère, avenue de Versailles avec vous, une conférence. Et Ariel Messas me dit, ce que je voudrais mettre en exergue, c'est ces mots du livre. Changer le monde, l'interpréter ou le réparer. Ça résume un peu votre approche. Ben oui, c'est-à-dire que les intellectuels traditionnels, en tout cas ceux de ma génération, ils étaient fidèles à cette thèse de Marx sur Feuerbach, qui était en gros alternative, ou bien interpréter le monde, ou bien le transformer, d'accord, et si possible le révolutionner. C'était ça l'idée. Hein, ou bien on était un intellectuel dans sa tour d'ivoire, ou bien on était un intellectuel qui décidait de remettre comme disait mon maître de jeunesse Althusser, le monde qui est sur la tête, de le remettre sur les pieds. Bien. Ben, je crois qu'il y a une troisième option, qui est une troisième solution, qui est l'option juive, qui consiste beaucoup plus modestement, mais en y mettant autant d'énergie, de le réparer. Voilà. Ni seulement l'interpréter, parce que je crois qu'il y a là une dimension d'autosatisfaction, une résignation, un renoncement à la vocation de l'homme qui me semble coupable. Je crois qu'on ne peut pas se contenter du monde tel qu'il est. Les hommes sont associés à la création. Ils ne sont pas là seulement pour le contempler et pour le déchiffrer. Le révolutionner, le changer, le faire tourner sur son axe et en changer, faire qu'il change de base, je crois que c'est une autre forme de péché de l'esprit, parce qu'on ne joue pas comme ça avec le monde, parce qu'on ne joue pas le monde au dé, parce que le monde n'est pas un laboratoire où on invente cette chimère qui est un homme nouveau. Par contre, en revanche, cette idée d'un monde mal fait, perpétuellement inabouti, gorgé de lumière et en même temps effondré par sa propre nuit intérieure, où on essaierait d'arbitrer un peu mieux le partage de la lumière et de la nuit, ça peut être la tâche d'un écrivain. Donc voilà, réparer le monde. Et c'est en quoi dans ma vie en tout cas, et dans ce que j'en retiens à ce stade, c'est en quoi ma vocation juive, mon appel juif, l'appel qui m'est adressé, et ma vocation littéraire se rejoignent. Et dans tous ces voyages que vous racontez, que vous avez faits, vous avez un peu le sentiment d'avoir un peu aidé à réparer, comme vous dites Oui, enfin, vous savez, dans cette vie qui est la mienne maintenant depuis assez longtemps et que je raconte un peu, il y a des moments de doute, évidemment, et même parfois de désespoir, où je me dis, soit comme Bolivar, que j'ai labouré la mer, soit comme Isaïe, que j'ai œuvré pour rien, plaidé pour le néant. Bien sûr que je me dis ça. Parfois, soit comme Don Quichotte, que vous citez ce matin dans le Figaro. Soit comme Don Quichotte, que je cite dans le livre, et auquel je dis mon admiration dans le livre, longuement aussi, bien sûr, que je me suis battu contre des moulins à vent. Il y a ça. Et puis, il y a d'autres moments, dont je vous confesse qu'ils sont plus nombreux, où j'ai l'impression que je n'ai pas œuvré pour rien, et que je n'ai pas mené une vie et livré des combats pour le néant, où j'ai fait des choses. Voilà. Et c'est plutôt ce sentiment-là qui domine. Globalement, je ne suis pas content, je n'ai pas fait assez. Je ne voudrais pas que ça se termine parce que j'aurais un sentiment vraiment de trop grand inachèvement, même si l'inachèvement est vraiment au cœur de la condition humaine. Il faut avoir ce sentiment-là quand on termine. Mais enfin, là, ce serait trop. Mais néanmoins, avoir fait des choses, oui. Lévinas disait souvent qu'il aimait les choses inachevées, y compris dans l'art. Y compris dans l'art, bien sûr. J'ai publié autrefois un livre, d'ailleurs, d'un auteur dont je me demande s'il n'a pas disparu, dans ma collection chez Grasset, qui s'appelait L'Inachèvement, et qui était le garçon s'appelait Claude Lorrain, il y a très très longtemps. Donc bien sûr, l'inachèvement, il est là, il est dans nos vies, il est dans notre
historicité, il est dans notre participation, dans le meilleur des cas, à l'œuvre messianique. On est dans l'inachèvement même. Et quelqu'un qui prétendrait achever quoi que ce soit commettrait, me semble-t-il, un vrai crime intellectuel, spirituel. Alors, vous avez continué à faire vos reportages, y compris au milieu des confinements, oui, qui nous ont été imposés. Oui, et qui m'ont été imposés comme à tous les Français, et que j'ai respecté quand j'étais à Paris, plus ou moins, enfin oui, plutôt respecté. Mais j'ai continué à voyager d'autant plus, oui, d'autant plus qu'on était confinés, parce que je trouvais que ce confinement, qui était peut-être nécessaire d'un point de vue sanitaire, c'est possible, je ne suis pas médecin, et les médecins eux-mêmes d'ailleurs ne le savent pas, il y a des études contradictoires. Mais il y a une chose dont j'étais certain, c'est que s'il aboutissait à bannir le voyage, à fermer nos yeux à la détresse d'autrui, à nous confiner moralement, alors je crois que c'était une catastrophe pour la France, pour les sujets que nous sommes, etc. Donc c'est vrai que j'ai voulu... Alors, les quelques reportages qui accompagnent ce livre, ils sont parus dans un grand journal, qui est un grand magazine de reportages qui est Paris Match. Et c'est vrai, c'est des reportages littéraires, et Match, c'est un journal qui publie des écrivains. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, des reportages pendant ces mois-là, parce que c'était difficile. D'autant plus. J'avais d'autant plus le désir de le faire que c'était difficile, qu'il y avait parfois que moi, comme reportage, où Émar Roussel et Gilles Herzog, mes deux photographes, dans le numéro de la semaine. C'était d'autant plus important. Il ne fallait pas que le confinement sanitaire, il ne fallait pas laisser penser ou être effleuré par l'idée que le confinement sanitaire puisse être aussi un confinement intellectuel, moral et spirituel. C'était capital pour moi. On retrouve tous ces textes, en plus, ce que je crois qui est un texte où vous vous exprimez sur vous-même dans ce livre qui s'appelle « Sur la route des hommes sans nom ». Merci Bernard-Henri Lévy. C'était Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy pour son livre « Sur la route des hommes sans nom » aux éditions Grasset. Bonne journée, prenez soin de vous et des autres si vous voulez faire comme Bernard-Henri Lévy. Exercez-vous, si je peux me permettre un conseil, parce que je vous entends à la radio, prenez soin de vous et des autres. Voilà, là c'est bien.